pour donner quelques petites informations croustillantes, on a pu opérer le chiffre d'affaires annuel de 2021 en l'espace de 2 mois. Sur l'activité de médias, on vend le produit. Sur l'influence, on vend l'audience. Donc c'est vraiment la grande différence, valoriser le pouvoir de prescription de l'autorité de la marque Karaté Bushido pour parler à ses différents lecteurs, à ses différents abonnés, mais sur un sujet qui est très spécifique, à savoir notre niche de contenu, les arts martiaux. Tu préfères une vidéo qui fait beaucoup de vues mais avec peu de rétention ou qui fait moyennement de vues mais avec une grosse rétention? Ah bah, ça dépend pour quel objectif. Si c'est Ouais. financier, si c'est pour du branding, pour de la noto, enfin, ça dépend Ouais. de quoi on parle. Bah, salut Johan, ça va? Enchanté, ça va très bien. Ouais. Je suis content de te recevoir pour cet épisode d'Investir le ring. Johan, toi, tu es le directeur général de karaté Bushido. Oui, C'est un média qui était à l'origine un journal papier créé en 1974, donc avec plus exactement. de 50 ans d'expérience. Aujourd'hui, c'est surtout connu pour être une chaîne YouTube Oui, avec plus d'un million d'abonnés. L'idée aujourd'hui avec toi, Johan, c'est de comprendre comment on a ce média qui est un journal, qui a une histoire longue, un héritage, et comment on le transforme en une chaîne YouTube qui produit du contenu, beaucoup de contenu, du contenu qualitatif avec des têtes d'affiche importantes et qui crée un canal puissant pour les sports de combat aujourd'hui en France. Est-ce que ça te va comme programme? absolument, allons-y. Johan, est-ce que tu peux te présenter? Alors bien sûr, donc je m'appelle Yoann Albonesi, j'ai 28 ans, et s'il faut revenir du coup sur mon parcours, donc j'ai un master MBA Management des organisations sportives, et en parallèle, j'ai toujours travaillé depuis mes 17 ans. Donc c'était pas en stage ou alternance, c'était des jobs parallèles à mes études, déjà pour pouvoir les financer d'une part, et également parce que j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis assez jeune. Donc j'ai tout de suite pénétré mon premier marché de cœur qui était celui du fitness et des salles de sport, là où je voulais faire carrière étant plus jeune. Et toi, tu es sportif d'origine? Tout à fait, hein. Donc j'ai toujours pratiqué les arts martiaux depuis le plus jeune âge. Donc parcours assez classique, hein. Globalement, je pense qu'un jeune garçon sur 2 a fait la même chose que moi, le judo, Ouais. le karaté, le taekwondo. Et ensuite j'ai découvert un sport qui était très niché, qui l'est toujours aujourd'hui, même si quelques stars de MMA pratiquent cette discipline. Donc ils en font la part belle, et donc ça s'appelle le Sanda, donc qui est un art martial asiatique et chinois plus précisément, donc qui vient du wushu, et donc c'est la pratique, pour faire simple, c'est la forme sportive, combative du kung-fu. OK. Bon, je vais te donner les règles rapidement. C'est du kickboxing, donc on a le droit au pied, on a le droit au poing, et la particularité, c'est qu'on a le droit de saisir et d'amener au sol. Donc c'est un mélange de lutte et de kickboxing. Une fois qu'on est au sol, on doit se relever, ça va très, très vite. C'est comme des assauts, comme on peut voir en escrime. Donc ça va très, très vite, l'assaut se termine et on recommence. Et j'ai, du coup, eu quelques hauts faits dans cette discipline, notamment en 2013, où j'ai été champion, du coup PWK. Et tu avais une volonté de poursuivre cette carrière, d'avoir une carrière sportive de haut niveau? En étant jeune, absolument, le sport faisait partie de ma vie. Je m'entraînais énormément, comme si ma vie en dépendait, dans plusieurs sports en simultané. Donc forcément, c'était un objectif. Maintenant, en vouloir faire une carrière professionnelle, je ne pense pas. Par contre, vouloir être compétiteur, oui. OK. Tu viens d'une famille de sportifs ou pas du tout? Ah oui, tout à fait, tout Ouais, à fait. Bon, pour la petite histoire, tous mes oncles étaient dans l'équipe de France de rugby. énorme. Donc famille de sportifs, et bon, moi je suis adopté, donc quand on me voit à côté d'eux, c'est pas le même gabarit. Donc je sors un petit peu du lot, mais pas pour les bonnes raisons. Donc voilà, que des gros gaillards. La 3e mi-temps, le dimanche en repas de famille, on connaît bien. Donc j'ai pratiqué aussi le rugby. D'ailleurs j'étais également en équipe, en section d'Île-de-France, assez jeune, mais voilà, ça ne me plaisait plus, et j'aimais le contact, l'affrontement. Il y a quand même des liens entre les sports de combat et le rugby, possiblement, non? Après, c'est Ah oui. quand même pas le même état d'esprit. Alors, c'est-à-dire que, on part d'un sport individuel à un sport collectif, et je pense que c'est là où ça change la donne. Maintenant, dans l'état d'esprit, la combativité, cette science de l'impact, du mouvement, là, il y a énormément de transversal. Mmh. Donc tu as des activités sportives importantes, tu fais tes études là-dedans. J'ai vu que
tu commençais à bosser chez Venom, chez Spartech? Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Tu commences à prendre un peu de bouteille, Mmh. sur ces jobs-là? Oui, absolument. Alors, au début, je voulais absolument, être, responsable, de plusieurs salles de sport avant de découvrir, au fil de mes études, qu'il y avait un métier qui est tout indiqué. C'était responsable de succursale ou de réseau de franchisés. J'avais aucune expérience, en gestion, ni même d'expérience professionnelle tout court. Donc j'ai intégré, une, association de musculation, là où j'habitais à Vitry, pour, voilà, faire mes premières armes et avoir cette première ligne sur mon CV, que j'ai fait valoir après auprès du Club 94, qui était une salle située à Saint-Maur, des Fossés, où là l'activité a été, développée très fortement. En l'espace, de quelques mois, on a plus que doublé le chiffre d'affaires en mettant les bonnes actions, en place. Ça m'a permis après, d'ouvrir le champ des possibles. C'était quoi que ces actions qui ont doublé le chiffre d'affaires? Alors c'était, faire du C2C, customer to community, globalement s'il faut, implémenter, une sémantique, qui, Bien corporate? bien corporate. Dans l'absolu, c'est être, à la salle, du lundi au dimanche, faire 60 heures semaine, faire du contact client, créer un lieu de vie, là où les salles de sport, à l'époque, pouvaient, être, un petit peu impersonnelles. Quand on venait au club 94, c'était un endroit qui est très familial. J'avais d'ailleurs pas mal de mes clients qui venaient juste prendre le café, En pour fait, pouvoir discuter, tu développes un lieu, plus absolument. qu'un lieu de sport, C'est en ça. fait. C'était un lieu de vie. On a intégré un cabinet, d'ostéopathie, en interne. On a développé des sections pour les enfants et c'est surtout les enfants et d'ailleurs, c'est aussi, comme ça que les fédérations françaises, aujourd'hui, survivent, avec leur propre modèle, c'est, via les enfants. Donc on a ouvert, les enfants sur, la boxe anglaise, la boxe thaï, le JJB, du modern jazz aussi, des cours d'anglais. On s'est Hein. diversifié, absolument partout et quelques petits systèmes de parrainage qui permettait, aux adhérents, d'avoir, des mois offerts quand ils ramenaient leurs copains et c'est comme ça que ça a pas mal développé. Et est-ce que le fait d'avoir les enfants ne te permet pas de choper les parents ensuite? Ou c'est peut-être l'inverse? Alors, oui, tout à fait. Après, ça dépendait beaucoup de notre zone de chalandise. En l'occurrence, c'était un milieu qui était assez, CSP+, et on va dire que la salle était dans son jus. Mmh. On était très loin des standards du marché, aujourd'hui et je pense que cette typologie de clientèle, s'attendait à un certain, type de service. Donc je visais plutôt une population jeune, sur, ce volet, musculation, préparation physique. On avait le tout, début du la hype, du, CrossFit, donc Ouais. forcément, j'ai pas pris la licence, donc c'était du cross training pour moi. On a fait aussi un partenariat avec, la fédération, locale de, de force athlétique, pardon, et donc ça a permis, voilà, de ramener pas mal de membres et donc beaucoup de jeunes hommes, Mmh. en dessous de la trentaine, qui venaient, se développer physiquement. Je comprends que tu fais tes premières armes dans cette boîte-là. Dans ces boîtes-là, à côté de ça, tu es sportif et tu arrives chez Karaté Bushido. Oui. Comment se fait, l'entrée dans cette institution? Alors, l'entrée en institution a été un petit peu, particulière. On cherche un nouveau défi. Donc, je vais passer rapidement sur mes autres expériences, mais, à ce moment-là, je travaillais, dans l'import-export de machines de musculation, dans une société qui s'appelait, Spartech. On avait également une boîte, pour le B2C qui s'appelait, Destock Gym, où on rachetait, des sociétés en liquidation, aux enchères, donc des lots de machines qu'on redistribuait d'ailleurs aux particuliers et aux réseaux de salles, qui étaient partenaires chez nous et ça devenait compliqué. On était vraiment sur un modèle de TPE, donc on était, 2, le dirigeant, et moi, et ça devenait complexe, d'évoluer dans ce milieu, avec les conditions qui étaient les miennes. Donc j'ai voulu avoir un nouveau challenge, et donc j'ai commencé à prospecter et pour l'anecdote, j'ai envoyé un seul CV. C'était celui, pour Karaté Bushido. J'ai été appelé le lendemain et on a fait l'entretien dans la foulée. Et c'était pour faire quoi? C'était un poste de tu postules à quel poste? Alors c'était un poste de, BizDev. Donc pour ceux qui seraient un petit peu plus éloignés, développeur business ou comment on pourrait le traduire en français et qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, concrètement, on nous dit, «Bon, vous avez, des qualités certaines, un champ de compétences, que l'on ne détient pas, voici comment fonctionne notre société, trouvez un moyen de faire de l'argent». Le business development, c'est soit on potentialise l'existant ou on trouve, de nouveaux flux de revenus. Donc ta mission, c'est de ramener du chiffre d'affaires. Ah oui, globalement, oui. Concrètement, Mmh. donc c'est en 2021. Tout à fait. Là, au niveau du covid, on est, après les premiers confinements. Mmh. Et là, dans
quel état est Karaté, Bushido? Est-ce qu'il y a déjà les vidéos sur YouTube? Oui, 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 Ouais, c tu peux nous dire un peu dans comment est l'univers quand tu arrives? Qui sont les dirigeants? bien sûr. Voilà, donc toi, tu arrives en tant que salarié, tu vas monter directeur général, on va en parler un petit peu après. Mais, il y a déjà la chaîne YouTube, il y a déjà Greg MMA, voilà. Quelles sont un petit peu les forces en présence? OK. Alors, quand j'arrive, il y avait, du coup une, directrice, générale qui allait, quitter, ses fonctions. Donc on a fait un petit mois de passation. Elle a pu, globalement me pitcher, les besoins, de la société, ce sur quoi ils allaient se développer. Il y avait un chantier en cours qui était vraiment, prioritaire à mon intégration. C'était une web TV, Waouh! qu'ils voulaient, absolument, développer, à cette période, et ça a fait d'ailleurs partie de mes premières actions, correctrices, quand j'ai pu prendre, mes fonctions. C'est d'arrêter ce projet qui, n'avait pas, Déjà rien n'av que le nom, oui, n'avait pas un grand avenir, mais ils ont eu le mérite d'essayer. Je pense que le modèle, pouvait se tenir, mais les conditions contractuelles, n'étaient pas viables. Donc il y avait, ce projet-là qui prenait, globalement le temps, de toutes les personnes, en interne. Très, très peu de personnes. On avait l'impression que Karaté Bushido, de l'extérieur, que c'était une grande, grande boîte avec plein, de journalistes, de pigistes. En réalité, tout était externalisé. On avait simplement, un stagiaire et une DG et une gérante. donc il y avait, 3 personnes, 4 personnes Oui, et et évidemment, la personne qui produisait également, les vidéos qui étaient, internalisées. avec ça, il y avait beaucoup de pigistes, de freelance qui travaillaient, Oui, d'accord, mais oui, quand même un cœur d'équipe très réduit. extrêmement réduit. Donc ça a été, ma première surprise en intégrant, Karaté Bushido. Hem, Ma deuxième, c'était la localisation des bureaux, puisqu'on était, avenue Georges V, et je trouvais que ça dénotait pas mal avec le contexte, Mmh. économique de cette cité qui était globalement, en difficulté. Donc, Hem, avenue mmh, Georges V, on précise, hein, pour ceux qui sont pas parisiens, oui, c'est, vers les Champs-Élysées? c'est ça, c'est les Champs-Élysées. Et c'était des bureaux, très somptueux ou, c'était juste l'adresse qui était stylée? C'est plus l'adresse. C'est plus l'adresse qui était stylée, honnêtement, même si on était quand même, on était quand même bien, hein. Ouais. Je crache pas dans la soupe, mais on faisait, voilà, on avait cette chance-là, de pouvoir évoluer dans cet environnement qui est stimulant, et qui est surtout très agréable à vivre. Donc ça, c'était génial. En fait, les anciens, du coup, les actuels cédants de Karaté Bushido, hem, ont plusieurs, entreprises. Donc ça ne formait pas, un groupe, Mmh. mais globalement, on était suivis dans les mêmes locaux. Karaté Bushido, avant d'être une chaîne YouTube, c'est un magazine, Oui, c'est aussi un festival. oui, Est-ce que tu peux nous parler des différentes activités, de l'entreprise qui étaient là, quand tu es arrivé? bien sûr. Alors, la toute première activité de Karaté Bushido, c'est, la presse spécialisée, arts martiaux, donc un magazine qui a été créé en 1974 pour rendre hommage, à Bruce Lee. Donc c'est, de là, que tout a commencé. D'ailleurs, c'est une marque qui a, évolué, Karaté Bushido, puisqu'à l'époque, elle s'appelait uniquement Karaté. Il y avait un autre titre qui s'appelait Bushido, qui a fait l'objet d'une fusion, hein, avec, le magazine Karaté pour devenir, Karaté Bushido dans les années 80. Mais, voilà, en 1974, il y avait uniquement, le magazine, Karaté, qui, tirait à plus de 200 000 exemplaires tout de même, par mois. 200 000 exemplaires par mois. Ce qui est énorme. Énorme. Ouais, ce qui est énorme pour la presse spécialisée, et on voit bien que, les sports de combat, et surtout les arts martiaux, à cette époque, avaient une certaine résonance auprès du public français. Savoir qu'on est une terre et une nation de combattants. Donc ça, c'est la première verticale, la presse spécialisée. Aujourd'hui, on a un trimestriel, et ce magazine est devenu plus, un collectible qu'un objet de grande consommation. La deuxième, effectivement, c'est l'événementiel avec le Festival des arts martiaux qui a été créé dans les années, 80 également, donc en 85 exactement, à l'Accor Arena, donc Paris-Bercy à l'époque, POPB pour les anciens Mmh. qui nous écoutent. Et donc voilà, c'était la le premier événement, au monde de cette typologie. On a vraiment un line-up. Le mot festival, il parlera peut-être plus aux plus jeunes, aux amateurs de musique, où vraiment on a, un line-up d'artistes qui se produisent en une seule soirée. Donc là, en l'occurrence, c'était une soirée, pas un week-end ou une journée. Donc c'est un vrai spectacle, un show, une célébration de la diversité, des pratiques martiales qui pouvaient s'opérer à l'international. Donc vous avez, des moines Shaolin, Oui, des tout à kickboxeurs, fait. il y a des combats ou c'est plutôt de la démonstration? Alors il y a eu les 2. Il y a eu une certaine hybridation, du modèle qui est parvenue, par la suite, mais l'intérêt pour les francophones, du moins les métropolitains qui se déplaçaient,
pour voir ce spectacle, c'est justement de pouvoir côtoyer et d'approcher des personnes, totalement intouchables. En l'occurrence, seul Karaté Bushido pouvait faire le lien, entre, les moines de Shaolin, des sumo, des Jean-Claude Van Damme, des, pratiquants, titrés, olympiens, et les réunir, dans une seule soirée. Donc c'est vraiment un festival qui permet d'incarner les valeurs martiales quelque part Oui, tout à fait, et de créer, tout à fait. Bah, d'ailleurs, ces valeurs-là sont dans le nom de la marque, puisque, Bushido, c'est la voie du guerrier. d'accord, OK. Ce festival, une vidéo de ce festival, c'est une des vidéos les plus vues de la chaîne, Oui, tout à fait. non? Avec plus de 5 ou 6 millions de vues, Oui, il absolument. il me semble, ouais. Elle est à plus de 7 exactement. Ah, plus de 7 7 millions. 000 000 de vues, ouais. Donc c'était un moine de Shaolin qui s'était produit, au sein de l'Accor Arena et c'est une vidéo, qui a su, percer, les mystères de l'algorithme Mmh. YouTube, On va pour en toucher un public totalement international. on va en parler de Mmh. de cet algorithme. Donc tu rentres chez Karaté, Bushido, donc comme on l'a dit, quand tu arrives, il y a, le festival qui existe déjà depuis un paquet d'années, le magazine et la chaîne YouTube et toi, petit à petit, tu vas gravir les échelons, dans l'entreprise. Tu peux nous parler de ton ascension d'une certaine Ouais. manière? Bah, avec plaisir. Donc j'ai pu vraiment prendre mes fonctions, dès, janvier, 2022, où globalement mes objectifs à ce moment-là, étaient de rentabiliser cette société, qui, se portait pas forcément, très bien, financièrement à cause, de la crise, Covid. Donc forcément, quand tous les flux de revenus, sont issus de l'industrie médiatique et notamment de la vente d'un titre papier, les points de vente étant fermés, ça a été une période qui a été, Et compliquée. et juste avant le Covid, le magazine était déjà en déclin? Ou c'est vraiment le Covid qui lui a mis un tacle, Ouais, le tacle était bien glissé, hein, dans la surface, hein, donc lui, il était quand même pas mal. Alors, c'est pas tant le titre Karaté Bushido qui était en déclin, c'était le marché, Ah dans oui, sa ça a suivi le globalité. marché, comme, les Exactement. ouais. Donc il y avait une petite phase, décroissante. Maintenant, le modèle était totalement viable et on est sur un produit passion. Hem, Quand on parle de déclin de la presse, on parle surtout des journaux, des périodiques, d'actualité, grand public. Là, c'est encore un autre segment et je pense qu'il y avait de belles choses à faire. Malheureusement, oui, le Covid a été un accélérateur de cette décroissance et ça n'a pas permis aux équipes, d'opérer les bonnes actions correctrices, à cette période-là. Et toi, sur ta montée en tant que directeur général, ça se passe comment? C'est assez rapide, non? Oui, ça a mis, 1 ou 2 ans, il faudrait que je recheck mon Mmh. mon profil LinkedIn pour en être sûr, qu'il fait office de mémoire. Mais oui, ça a été assez rapide, puisque, concomitant à quelques succès commerciaux, on a pu, développer le chiffre d'affaires en recentrant finalement, nos ressources, sur l'activité vidéo, qui était, globalement, déjà un actif, un asset, en place, mais, sous-développé sur plusieurs volets. Le volet stratégique, le volet de la distribution, le volet de la commercialisation également. Et pour donner quelques petites informations croustillantes, on a pu opérer le chiffre d'affaires annuel de 2021 en l'espace de 2 mois. Donc un CA que tu faisais sur 12 mois, tu le fais plus que sur 2. Mmh. Tu fais fois 6 en fait. Oui. 2 fois 6, 12. Et cet accroissement de chiffre d'affaires, donc il est lié aux revenus YouTube et aux sponsors Mmh. qui étaient le YouTube étant à l'époque, surtout incarné par Greg MMA. Oui, tout à fait. Et donc il y a des vidéos, comment vous avez réfléchi au concept, des vidéos que vous réalisiez? Je me souviens, il y avait des vidéos, on piège des gens, dans Oui, la rue. c'est ça. Il y a à une époque, il y avait beaucoup, on teste des gens dans la rue en tant que est-ce qu'ils peuvent nous mettre une patate, en fait? Est-ce Mmh. que en combat de rue, un combattant professionnel ou quasi professionnel, peut se défendre? Il y Mmh. avait un peu ces vidéos-là, Bien sûr. comment c'est venu un peu ces idées de vidéos? C'était inspiré par exemple de ce qui se faisait aux États-Unis? Oui. Vous disiez, bah, Greg MMA, c'est un colosse, on a envie de le voir se castagner contre des gens. C'était quoi un peu Mmh. les réflexions, Alors ces réflexions-là, elles étaient, entamées avant mon arrivée. Ouais. Donc c'était une, stratégie qui avait déjà été, mise en place de manière, collégiale justement, entre les personnes qui pouvaient, opérer au sein de la société à cette période, et c'était des pratiques marché. Globalement, qu'est-ce qui fonctionnait sur YouTube à cette période? Bah, c'était les pranks. Les pranks, on avait, notamment, Ibra TV qui est aujourd'hui dans la même niche, de contenu, que nous, qui faisait des pranks à l'époque et ça cartonnait, donc ils ont voulu, transposer, globalement ce type de concepts éditoriaux, au sein de notre niche, de contenu. Ça a dû leur faire un choc parce que si on passe une presse papier très traditionnelle Mmh. à on fait des pranks, donc des caméras cachées dans la rue,
C'est quand même un choc des cultures. Ah bah, c'est un vrai point de rupture pour, l'entreprise. Maintenant, Karaté Bushido a été ponctué de points de rupture tout au long de sa vie, ne serait-ce que, en interne, quand on travaille avec des journalistes qui sont spécialisés dans les arts martiaux, et le système de valeurs qui en découle et d'autres, néo-journalistes qui veulent focus, à fond, le MMA, à une époque où ce n'est pas encore légal. Voilà, il y avait des discussions houleuses, Mmh. en interne sur, le positionnement. Maintenant, sans jamais trahir, l'ADN de Karaté Bushido, qui est, globalement de remplir sa mission première, à savoir développer, les arts martiaux en France. Hem, Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire état, d'un préambule, qui reste, exact et qui, a globalement motivé toutes mes prises de décision, depuis mon arrivée à Karaté Bushido. On ne peut pas faire de cette mission, le cœur de nos actions. Comment est-ce qu'on peut développer les arts martiaux en France? Ça, c'est une externalité positive à notre activité. Alors, si on veut mettre en place des actions de développement réelles et sérieuses et très concrètes, on va toucher un public qui est déjà acquis à notre cause. L'idée, c'était justement de faire émerger, de par des concepts totalement disruptifs, un nouveau public, élargir la niche des arts martiaux au plus grand nombre avec des concepts grand public. Donc, effectivement, c'est un point de rupture, mais ça découle d'une stratégie, qui est, elle, de pouvoir pénétrer, cette audience, qu'on ne pouvait toucher à l'époque en étant sur un produit trop spécifique. Mmh. Ouais, le rajeunir, le moderniser, le Tout à fait. remettre au goût du jour. Donc, tu rentres chez Karaté Bushido, tu gravis les échelons assez rapidement pour devenir, DG. Donc il y a les vidéos, qui se lancent et qui fonctionnent avec les concepts, intéressants. Ça touche de plus en plus de monde et récemment, Karaté Bushido a été, cédé, enfin repris Oui, par, une équipe de 3 personnes, oui. dont toi, qui est aujourd'hui ici. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de cette opération? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, reprendre le Karaté, Bushido? Bien sûr. Alors c'est une opération de longue haleine, ça a pris, beaucoup de temps et je suis très néophyte, quant à la matière. Je ne pensais même pas du tout, en intégrant Karaté Bushido, un jour, posséder ce média. Donc c'est toujours un peu perturbant, d'aborder ce sujet pour moi parce que j'ai du mal encore à réaliser, qu'aujourd'hui, je détiens, Karaté Bushido avec 2 formidables personnes qui, m'accompagnent, en la personne d'Issam Taleb et Nils, Nizar. Hem, ce qui s'est passé, c'est que la boîte a relativement bien fonctionné rapidement, après mon arrivée et donc le propriétaire, de cette marque m'a demandé, à ce qu'on se rencontre puisque je n'étais pas du tout en front, avec lui. Il m'a fait cette proposition, Donc c'était pas le gérant pour qui tu non, bossais? exactement, Ouais, c'est ça. exactement. Elle m'a demandé à ce qu'on se rencontre et il m'a fait part, de sa volonté de céder, l'entreprise depuis, quelques années, maintenant, et donc il m'a demandé si ça pouvait m'intéresser. Donc évidemment ma réponse était «oui», tout de suite, mais quand il a fallu dire: «Oui, d'accord, mais combien?», Ouais, c'est je me ça, suis toujours rendu la compte question. que je ne pourrais pas, le faire, seul et en toute humilité, tant mieux, parce qu'il faut savoir aussi, bien s'entourer et je pense qu'aujourd'hui j'ai fait le bon choix avec, mes associés. Donc il y a eu des premières discussions avec, des fournisseurs pour essayer de trouver des synergies, des compétences métiers, heu, des choses qui n'ont pas, abouti, des fonds d'investissement, beaucoup d'inertie dans les discussions. Ah, c'est-à-dire que tu es allé voir des fournisseurs en leur disant: «J'ai la possibilité de racheter Karaté Oui, Bushido. Est-ce que, toi, fournisseur, tu veux m'absorber en tant que client?» Ce qui se fait, hein, c'est de exactement, l'intégration verticale. exactement. Exactement, ces fournisseurs étaient intéressés, à travailler, avec Karaté Bushido et plus particulièrement avec moi pour avoir, des compétences qui pourraient leur servir dans le cadre de leur propre développement et moi j'étais intéressé de les intégrer puisqu'ils avaient également des compétences puisque c'était aujourd'hui des fournisseurs donc j'avais besoin d'eux dans mon modèle. Donc ça faisait, parfaitement sens. Voilà, ces discussions qui n'ont pas abouti, puis ensuite on a voilà discuté avec des fonds, c'était intéressant, je pense que j'avais ce postulat, erroné de me vouloir me faire accompagner par un fonds pour m'amener aussi, une certaine structuration, dans mes modèles. J'ai toujours été un petit peu, artisanal dans Ouais la manière de produire puisque pas accompagné. et toi, tu as pas forcément, un background financier, enfin, tu as pas travaillé toi-même dans un fonds?
Non, du tout. C'est des Donc sujets qui m'intéressent, donc ouais, grand consommateur de podcasts, de sujets, qui peuvent en découler, donc très intéressé. À titre personnel, exposé en bourse, par exemple, donc ouais, ça c'est des les sujets qui Finari et ouais, compagnie. exactement. Finari, très bon exemple de comment on opère sur YouTube, aujourd'hui. Ouais. Les Échos aussi. Les Échos ont fait un formidable travail de repositionnement. Enfin, Et les, avec leurs vidéos aussi, absolument, oui, oui, f tout à fait. le format carte, Mmh, Cashflow et compagnie. exact. Toi, tu voyais les fonds comme un truc un peu divin, de dire: «Waouh, c'est un fonds, c'est un truc de malade» ou Ouais. non? OK. Non, concrètement, Ouais, parce qu'on peut sacraliser ça, hein, de oui, l'extérieur. On a l'impression que c'est la grande finance, Goldman exactement. Sachs et compagnie, alors qu'en vrai, c'est aussi des gens normaux, hein, Oui. qui sont dans ces fonds avec des qualités et des défauts. Voilà, tout à fait. Et Exactement. OK, donc voilà, les discussions ne prennent pas avec ces acteurs, Non, OK. c'est ça et donc le mot circule, au sein de notre réseau, qu'on est, en recherche d'appui pour faire cette acquisition et du coup, une amie, d'Issam et de Nice, donc mes actuels associés, leur fait part de cette info. À ce moment-là, ils rentrent en discussion, on se rencontre et ça match. Mmh. Donc Issam, lui, il est associé chez, EY, Oui, tout à fait. c'est ça? Donc ceux qui sont un peu loin de ça, c'est un grand cabinet de conseil, Oui, je fais partie des Big 4, ouais. donc qui peut potentiellement peut-être t'apporter cette culture financière, que tu as pas forcément eu par rapport à tes études ou quoi. Mmh. Je sais pas quels sont un peu les rôles dans votre trinôme? Oui, s'il faut, rétablir, qui fait quoi Ouais, globalement? c'est ça, parce que toi, Mmh. tu es vraiment au charbon tous les jours, quoi. Ah mais ils le sont aussi. Ah d'accord. Ils le sont aussi et je les en remercie par ailleurs. L'idée c'était de trouver, des partenaires. D'ailleurs c'est pour ça qu'on s'associe avec quelqu'un et pas simplement un soutien, financier ou Ouais. un, certain, C'est de la smart mentorat. money, quoi. Oui, exactement. Exactement. C'était, ce qui me tenait à cœur et donc je suis très content d'avancer avec eux et oui, Issam, m'aide à structurer, mes pensées, à accompagner, ma vision et surtout à la challenger. C'est passer, de l'idée à la réalisation, l'exécution peut être chaotique et c'est intéressant, d'avoir des personnes qui ont, un background comme le sien, pour pouvoir, m'aiguiller au quotidien. Donc Karaté Bushido est repris par votre trinôme. Toi, tu passes de salarié à actionnaire. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça change dans ton état d'esprit, à ce moment-là? Il y a plus le salaire qui tombe automatiquement à la fin du mois. Maintenant, pas de chiffre d'affaires, c'est pas de rémunération. C'est ça. C'est, comment tu changes de mindset? Ah, c'est de l'excitation avant tout, on a envie, je pense qu'au même titre qu'on peut idéaliser un fond, on peut, idéaliser ce type de position, même si c'est pas très glamour dans les faits, surtout en France. Mais ça, il y a pas de sujet, particulier. J'ai pas l'impression d'avoir eu un switch, mental, conséquent, suite à ce changement de statut, puisqu'on était déjà dans un modèle de TPE et d'ailleurs toutes les boîtes dans lesquelles j'ai évolué avant, peu importe leur taille, mon intervention était toujours globalement à échelle humaine. Donc c'était toujours des petites, équipes, que je devais piloter et donc j'ai toujours eu cette impression d'être, finalement, entrepreneur, dans ce que Ça a je faisais. d'impact ce que tu fais, C'est ça, c'était de l'intrapreneuriat, au sein d'entreprise et aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant, c'est, justement de briser ces barrières mentales et de se dire que, tout est possible, et tout est possible, si, on met les bonnes actions en place et donc ça doit découler de notre propre performance. Donc plus personne n'est à blâmer, globalement à part moi, si ça marche OK. pas. Plus de responsabilité, Oui, quoi. c'est ça quand même. Est-ce qu'il y a deux trois actions que tu prends tout de suite, dès que l'opération, est faite et que tu es officiellement actionnaire aux commandes? Oui, oui, tout à fait, on a, essayé, d'ouvrir, notre modèle de création, donc sur la partie, conceptualisation, donc conceptualisation à la fois des concepts de vidéos, mais aussi de leur, réalisation. Puisqu'aujourd'hui, on a un modèle beaucoup plus agile, qui nous permet de mieux maîtriser notre calendrier en travaillant, avec des freelances et non pas des internes, sur, la réal. Donc ça me permet d'avoir des conduites de projet, simultanées, là où on était, en flux tendu, auparavant. Et après on a lancé plein de chantiers. Donc on a un nouveau site web qui arrive, refonte complète de la proposition scénique, du Festival des arts martiaux, changement de lieu, donc beaucoup, beaucoup de prise de risque OK, et oui, beaucoup d'actions, ouais. concrètes, On va se les descendre, ouais, avec plaisir. heu, aujourd'hui, donc Karaté Bushido, c'est une entreprise. Oui, L'entreprise, elle doit gagner de l'argent. oui, On en discutait un petit peu avant. Les revenus que vous avez, tu me disais qu'il y avait des revenus médias oui, et des revenus influence. oui. Ça, c'est des métiers que tu as, appris? Ah oui, totalement.
Appris sur le tas, je viens pas du tout de ce milieu. Initialement dans l'industrie du fitness, c'était pas du tout, mes enjeux. J'essayais de vendre des abonnements, avoir un bon MRR, c'était pas du tout l'enjeu, d'un média, de la déontologie qui doit, en découler, et encore moins de l'influence globalement est nouveau pour tout le monde. Même si maintenant je commence à avoir un petit peu d'expérience dans ce secteur, ça fait plus de 5 ans que je suis à Karaté Bushido et que j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'influence, mais c'était milieu pour absolument, tout le monde, ces marchés-là. Par contre, ce qui est très marrant, c'est que les modèles économiques finalement, que ce soit, du média de l'époque, que ce soit sur le papier, du média, digital, donc les pure players, les Combini, Brut, Like, que l'on connaît bien, aujourd'hui, ou l'influence, c'est la même chose. On vit des plateformes Mmh. et elles ont 2 manières de nous rémunérer. La première, c'est les revenus qui découlent du nombre d'impressions et de vues qui sont générées. Donc sur un site web, une bannière, sur une vidéo, c'est, la pub qui va être intégrée et la régie commerciale. Sachant que la régie commerciale écrase, le revenu des impressions? Ah bien Non. sûr, bien sûr. Parlons-en justement de la régie commerciale. C'est de l'influence? Enfin, c'est Oui, alors ça dépend ce que l'on vend, sur l'activité de média, on vend le produit, sur l'influence, on vend l'audience. Donc c'est vraiment, la grande différence sur l'activité de ouais. média, faire de l'influence et globalement valoriser le pouvoir de prescription de l'autorité de la marque Karaté Bushido pour parler, à ses différents lecteurs, à ses différents, abonnés, mais sur un sujet qui est très spécifique, à savoir notre niche de contenu, les arts martiaux. Donc on va pouvoir, toucher des fédérations, toucher des Mmh. équipementiers, enfin des partenaires endémiques. Là, au niveau de l'influence, on a, cette chance d'avoir une audience qui est extrêmement spécialisée puisque 98 d'hommes dans les 25-45, donc on peut Waouh! adresser tout un tas de produits. On pourra imaginer, du, Wilkinson, du matelas, du pari sportif, enfin voilà, plein C'est d'activités. 98 des gens qui regardent Karaté Bushido sont des hommes. Tout à fait, tout à C'est fait, énorme. tout à fait. On a tendance à vouloir aujourd'hui, dans le milieu de l'entreprise, et le milieu du marketing, de vouloir tout féminiser. C'est intéressant, c'est nécessaire, mais on peut pas aller, à l'encontre du vent. Et ça, c'est un chiffre qui a monté ou qui a baissé? Et elle a toujours été globalement, dans ses métriques. D'accord, donc c'est stable, quoi. Oui, c'est stable et c'est une part vraiment écrasante, de l'intérêt, masculin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir la part d'audience féminine qui croît légèrement. Ah, quand même. Tout de même, oui, ça s'ouvre. Et sur l'âge, c'est quoi? C'est du 18-25? C'est plus moi, j'aurais dit peut-être un poil plus jeune. Un poil plus jeune, Ouais. bah, c'est hyper intéressant de parler de ça, parce que ça va dépendre vraiment, de quel produit. Si on parle du magazine, on va être sur les plus de 50. Ah oui, ouais. Si on parle de la chaîne YouTube, on va être dans les 25-45 ans. Ah Maintenant, si on parle de ah, TikTok, évidemment qu'on a une part de 18-25, qui est accrue, comme, Snapchat, par exemple. restons un instant sur la chaîne YouTube. J'ai l'impression que c'est le cœur du réacteur. Oui. 25-45, ah j'aurais dit plus jeune. Alors on a du plus jeune, hein, Ouais. mais, la majorité de notre audience, donc plus de 50, c'est les 25-45. Et ensuite, c'est plus jeune que les Oui, 25-45? c'est assez équilibré entre plus 45 et moins de 25. Tout à fait. Et OK. on a très, très peu de mineurs par contre, sur, la chaîne YouTube. Alors ça s'explique, hein. Moi je pense que si j'ai 15 ans et que je me connecte sur, YouTube, je mens sur mon âge. Donc à mon Mmh. avis, YouTube n'ont pas la bonne data là-dessus, mais on a très, très peu de mineurs intéressés par les sports de combat et les arts martiaux traditionnels. Parce que les vidéos sont bloquées aussi pour les mineurs ou pas du tout? Non, du tout, il y a pas OK. d'enjeu ou de sujet de violence, globalement ce sont, bon les règles de la plateforme, donc ça va être tout ce qui va être nudité, violence extrême, OK. les armes à feu, Cette chaîne YouTube, elle passe, principalement par, ce qu'on appelle les incarnants. oui, Quand toi tu es arrivé, il y avait un incarnant qui était fort, Greg MMA. Ensuite, Greg, MMA est parti pour les tout à raisons qui fait, sont les siennes. Et vous êtes passé à une stratégie à plusieurs incarnants. oui. Est-ce que tu peux, comme les Romains de Bienne, on a vu Mmh mh. Diabaté, Mmh. Cyril Diabaté, Jean-Charles Sgarboski, j'arrive jamais à prononcer son nom, Pas de Mathieu souci. Leto Duclos. Oui, Vous avez également développé vous allez plutôt vers des longs formats aussi, j'ai un petit peu plus l'impression. absolument. Je pense à la vidéo justement avec Mathieu Leto Duclos sur son combat, récent. Mmh. Voilà, comment on passe d'une stratégie mono-incarnant à plusieurs incarnants? Quels sont les éléments qu'on prend, dans la balance, pour faire ce choix? Alors la chaîne YouTube déjà, elle a été créée en 2011.
Elle a été créée en 2011. Ce qui était assez précurseur, en fait, pour Bah, l'époque, non? absolument, absolument et donc bravo, à ceux qui ont initié, cette initiative. Donc ça a été, créé en 2011 et globalement, c'était une extension, du magazine. On faisait les mêmes reportages au sein du magazine où on prenait, du coup des photos et de la rédaction et des interviews pour en faire des produits, filmés. Donc au début, il y avait pas du tout d'incarnation sur, la chaîne YouTube Karaté Bushido. C'était, du contenu de marque, assez classique, pour traiter, voilà, de nos différents, sujets. Ensuite, il y a eu, quelques tests. Donc avant Greg et Emma, il y a eu d'autres personnes qui sont intervenues sur la chaîne et à l'époque où Greg et Emma étaient, au centre de la stratégie, du contenu, il y avait également, d'autres personnes qui intervenaient de manière beaucoup plus sporadique. Je pense notamment à Mehdi Benhassen qui est toujours dans notre équipe, aujourd'hui. Donc Greg et Emma, c'est une volonté, de Karaté Bushido de développer, son image publique, ne serait-ce qu'en lui donnant, ce sobriquet et ensuite, en centrant la stratégie sur lui, puisqu'on globalement YouTube, c'est un milieu de youtubeurs, pas un milieu de marques. Même si aujourd'hui, le marché s'ouvre et on a parlé tout à l'heure des échos par exemple qui fonctionnent très bien, mais on suit YouTube, pour du narratif, pour du storytelling, suivre le récit de quelqu'un, De s'identifier, exactement, avec une certaine sympathie et globalement, Greg MMA était la personne avec, un grand L, majuscule, pour le faire, puisque, bah, juste parfait, hein, globalement pour cette activité. et toi, tu sais comment il a été choisi? Comment il a été, repéré? Alors, c'est un fruit du hasard, c'est par recommandation. D'accord. Il a été, présenté aux équipes de Karaté Bushido. Il y a eu quelques tests de vidéos, et puis ça a pris, déjà une Ouais, alchimie ouais. personnelle avec les anciens collaborateurs de l'époque et aussi, parce que je pense qu'il a apprécié, et qu'il s'est plu dans cet exercice de faire des vidéos et donc au début, c'était totalement artisanal, pas d'enjeu économique, c'était vraiment, pour le beau geste. Ouais. Et ensuite, donc il est parti Oui, et là, vous, réfléchissez à comment, diversifier, oui. ce panel, d'incarnants? C'est ça. Alors en fait, ça a été un accélérateur de ce pivot, puisqu'on réussissait déjà à s'attacher les services, d'autres, incarnants à l'époque. On avait sourcé, déjà Mathieu, Leto, Duclos, qui est un ami proche, qui, devait intervenir, sur la chaîne et qui était déjà intervenu, par ailleurs. On avait également Mehdi Benhassen, mais, on va dire que 80 de notre inventaire et bon, c'est un chiffre que je sors comme ça, hein, venait, des productions de vidéos où Greg MMA était, l'acteur, principal. Donc on avait déjà cette volonté d'avoir ce pivot stratégique, mais son départ, précipité nous a mis, un certain coup de pied aux fesses, pour pouvoir, délivrer, cette vision stratégique. Donc là, à ce moment-là, on a multiplié les signatures, lancé plein de tests de contenus, éditoriaux et essayé de voir qu'est-ce qui pouvait accrocher notre audience. Et est-ce qu'il y en a, vous les testez et en fait vous dites ouais, comment vous considérez qu'un partenariat est bien réussi? C'est quoi? C'est le nombre de vues? C'est les ventes Mmh. qui sont générées? Est-ce que, Mmh. vous trouvez des sponsors, pour, qui sont OK de travailler avec telle ou telle personne? Alors ça va être, un sujet, très complexe parce qu'on peut le prendre de dans tous les sens. Sur le KPI de succès principal, évidemment, c'est le reach. C'est le reach parce que c'est ce qui nous permet de valoriser le média. Donc le reach, c'est le nombre de personnes que tu touches? Oui, tout à fait et qui consomment, tout de même, le produit. Donc c'est vraiment l'indicateur de succès, roi, sur YouTube. Combien de vues on fait? Ouais. Quelle est la rétention? Derrière ça, c'est des leviers d'optimisation, mais globalement, on détermine le succès d'une vidéo, à son nombre de vues. Donc c'est vraiment, l'indicateur qui nous permet de savoir si on doit, continuer avec un incarnant ou pas, même si on se laisse, la possibilité de se tromper et la possibilité surtout de réessayer différemment. Et tu préfères une vidéo qui fait beaucoup de vues, mais avec peu de rétention ou qui fait moyennement de vues, mais avec une grosse rétention? Ah bah, ça dépend, pour quel objectif. Si c'est Ouais. un financier, si c'est, pour du branding, pour de la noto, enfin ça dépend de Ouais, quoi on parle. ouais, pour le ce qui ramène le plus de chiffres. Alors le plus de chiffres, c'est un bon ratio entre le nombre de vues et la rétention. OK. Globalement, la régie publicitaire, YouTube, donc celle qui permet de rémunérer de par le mécanisme des vues,
donc il y a un RPM, donc revenu pour 1000 vues, qui lui est assez saisonnier. Donc je suis incapable de rétribuer le RPM en cours, Mais c admettons. mais c'est le fameux 1 € 1000 vues qui doit plus rien vou qui doit ne plus vouloir dire, grand-chose aujourd'hui. Ah bah, il a surtout beaucoup augmenté. On n'est plus du tout sur du 1 € 1000 vues. Aujourd'hui, pratique marché, on est entre 5 et 10, et le marché américain, vous faites fois 2. Donc c'est C'est-à-dire 5 € pour 1000 vues? oui, tout à fait, oui. Ah donc ça a augmenté? Ah oui, oui, tout à fait. D'accord, OK. Tout à fait. Bah, YouTube, s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, la première plateforme de consommation aux États-Unis de YouTube, c'est la télévision. Donc on rentre quand même dans un autre écosystème et c'est normal que voilà, que les vues aient une revalorisation, en conséquence. D'autant plus qu'au niveau de leur régie, c'est juste, incroyable. C'est Google qui est derrière, donc pour pouvoir target, la bonne audience pour son bon produit, ça se valorise. Et mais on disait tout à l'heure que c'était quand même les revenus issus du régie média, enfin de l'influence qui était quand Oui, même oui. plus important. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Quand on vient intégrer, des publicités au sein d'une vidéo, de par de la des ventes directes, en interne, ou par, des agences d'influence ou des agents, qui vont nous aider à démarcher, des marques, à les convertir. On est, sur, justement, si on veut garder ce terme de RPM, des RPM qui sont, bien plus élevés. Et là, après, il y a différents types de modalités, de contrats dans ce domaine. Ça peut être, à la performance, au nombre de vues, un flat fee. Voilà, il y a plein de choses qui Mmh. existent et qui sont adaptées, Tu peux avoir des en fonction des codes qui clients. sont traqués, Ah oui, ça c'est, mandatory globalement, ouais. Mmh. OK. Et tu disais que tu pouvais tout vendre, en fait, puisque Oui, tout ce qui plaisait à ton audience. exactement. Donc tu disais qu'il y avait des matelas, mais d'autres choses Ouais. aussi? Oui, oui, des choses, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il Mmh. est, il est plus qu'exotique. On a déjà fait des opérations, pour des produits de sextoy, sur Karaté Bushido. Opération Saint-Valentin, Énorme. exactement. Donc la cible était une audience, masculine dans le cadre de cette campagne. Mon audience est masculine. Maintenant, notre travail, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre notre contenu, Mmh. donc on a fait évidemment le choix de partir sur, le parti pris humoristique, pour pas être trop sérieux, non plus Ouais. sur ce type d'activation, pour pouvoir, opérer ce type de campagne. Mais on fait de tout, du jeu de téléphone, du VPN, des matelas, des compléments alimentaires, du pari sportif. Moi, j'avais souvenir que c'était des tondeuses intimes, non? Il y avait Ah oui, ça? on avait fait ça effectivement. Ouais. Alors Manscaped, assez intéressant, une marque que j'ai contactée, en direct, parce qu'ils étaient sponsors de l'UFC, à l'époque, et je trouvais ça, assez marrant d'avoir ces tondeuses du coup pour les hommes, Mmh. avec un positionnement marketing assez singulier. Globalement, c'est une tondeuse. Simplement, elle ne coupe pas. Donc elle permet d'aller sur certaines zones, intimes, mais c'est le cœur de leur proposition marketing, mais leur produit, ça reste une tondeuse. Donc Mmh. c'était globalement un moyen pour eux de communiquer et de pénétrer un marché qui était établi par les géants Philips, Braun, que l'on connaît. Donc ça leur a permis de se positionner intelligemment. Ils ont choisi du coup l'UFC, pour se faire connaître sur le marché US. Et vous, c'est plutôt les marques qui viennent vous voir ou vous qui allez voir les marques? Alors quand j'ai commencé, aucune marque venait nous voir. On avait, quelques agents avec qui on pouvait, travailler, donc des apporteurs d'affaires, globalement, mais qui opèrent en milieu d'influence, qui pouvaient nous envoyer des recommandations, de marques, parce que plus facile pour eux d'activer 20 chaînes YouTube et d'aller pitcher à une marque, voilà: «J'ai ces 20 chaînes-là, elles touchent une audience spécialisée», et d'avoir, un seul interlocuteur entre la marque et les différents créateurs de contenu. C'est plus facile, pour tout le monde, et le marché tend vers ça aujourd'hui, plus que pour des relations, one one. Mmh. Même si c'est préférable parce que ça évite qu'il y ait un cut, supplémentaire dans le process. Mais très, très peu de marques nous contactent, donc il y a un gros travail de démarchage. OK, que toi tu prends à bras le corps. Ah oui, tout à fait, Ouais, tout à fait. Et je ne connaissais rien de ce milieu, bien que, je suis assez jeune, donc je consommais tout de même, le média, YouTube. Donc voilà, j'avais déjà quelques marques en tête, que je voyais sur des chaînes que je pouvais suivre. Mais moi, ce qui a été, mon premier pipe globalement de ressources à aller toper, c'est YouTube Tendance. Dès qu'une vidéo sortait sur YouTube Tendance, j'allais regarder qui était sponsor. OK, bon, bah, maintenant, LinkedIn, on va voir, essayer de trouver la bonne personne dans l'entreprise, trouver des moyens détournés de contacter la personne de par mon réseau propre, et essayer de mettre en place, voilà, une campagne. Il y a des deals dont tu es fier avec, enfin, tu vraiment content d'avoir eu? On parlait des Honor, des Winamax. Oui, tout à fait, ça a permis, d'amener une certaine stabilité déjà pour, l'entreprise. On n'avait aucun contrat, établi entre Karaté Bushido et ces marques. C'était uniquement des opérations ponctuelles. Donc c'est
impossible de se projeter, c'est Ouais. impossible de recruter et c'est impossible de développer quand le CA du mois prochain n'est pas établi. Donc j'ai dû, Bah, tu retrouves ton MRR, en fait. exactement, Ouais. exactement, le revoilà. Donc j'ai, retrouvé ses travers et je suis allé à fond pour essayer de toper, des clients, à l'année et donc oui, je suis très fier de travailler avec eux, surtout que le produit fait sens et ce que l'on propose, au-delà d'être une publicité, c'est quand même, u une manière de présenter leur offre à un public qu'ils n'arrivaient pas forcément, à toucher. Donc on a travaillé avec Fitness Park. Aujourd'hui, on accompagne, On Air sur, ce développement et c'est très, très intéressant. La manière dont je les ai pitchés, c'est que vous avez des espaces sport de combat. Et Les oui, pratiquants de sport de combat ne sont pas au courant. ouais. Le bon intermédiaire entre le public que vous visez et votre produit, c'est un média qui touche l'ensemble des pratiquants de sport de combat en France et il y en a qu'un seul, c'est Karaté Bushido. Et en plus qui touche à 98 d'hommes Exactement. dans, un âge ou une période de leur vie où ils sont, Mmh. très propices à s'inscrire dans une salle de sport. Oui. Ça, les sponsors, c'est l'argent qui rentre, mais il y a Mmh. aussi l'argent qui sort, Ah oui. qui est, donc pour les fameux, incarnants qui, eux, vont vraiment porter, la marque et faire les vidéos. Tu disais dans un article que tu pratiquais le revenu sharing, Oui. c'est-à-dire que le revenu des incarnants va être, calculé selon la performance de la vidéo? Oui, tout à fait, tout Ouais. à fait. La performance de la vidéo et la performance de la, régie publicitaire également. Donc c'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas et qu'on ne maîtrise, enfin que nous on essaye de maîtriser du moins, mais qu'eux ne peuvent pas maîtriser. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir ce modèle qui, à mon sens, est totalement vertueux parce que déplafonné. On pourrait très bien, payer un incarnant, pour venir sur une vidéo et lui faire une presta en lui disant: «Voilà, c'est X euros pour la réalisation de la C'est vidéo» 1 000 et €, voilà, par par exemple. exemple. Comme pourrait, faire, un acteur, ou un comédien, sur, Au cachet, quoi. ouais, exactement, un cachet tout simplement. L'idée pour moi, c'était, de récompenser l'implication de chacun puisque ce sont des processus collégiaux. On a parlé de concepts, on a parlé des pranks, tout à l'heure. On se nourrit aussi des propositions de nos incarnants. Donc ça, c'est très intéressant, de remettre l'église au centre du village. Ce sont mes partenaires. Mmh. Ce Il faut bien les payer, quoi. Exactement, ce sont mes partenaires. Je développe avec eux, et ils développent avec nous. Donc ils sont vraiment inscrits dans la logique, stratégique, éditoriale de Karaté Bushido. On veut les accompagner et on veut surtout les inclure dans, le succès de l'entreprise et donc le modèle de rev sharing pour moi est le plus intéressant et ça a permis à certains, de gagner, très convenablement leur vie. Tant mieux pour eux. Oui, bravo, bravo messieurs. Et c'est les concepts de vidéos avec les incarnants, vous les travaillez ensemble? C'est plutôt eux qui apportent les idées? Un peu Heu, des 2. Il y a un petit ouais. ping-pong. Globalement, la grande majorité, ça vient de nous, de nos équipes. On Ah, fait c'est vous qui Oui, on vous a brainstormez un peu les idées? exactement. On D'accord. leur propose, des concepts et souvent notre équipe, d'incarnants nous envoie, des volontés. «J'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela» ou «J'aimerais bien rencontrer un tel» et on essaye de faire en sorte que ça puisse se réaliser, ou simplement, avorter le projet si, de par notre retour d'expérience et la hauteur que l'on a sur notre marché, on sait que c'est un produit qui ne trouvera pas son public. Donc des fois on se nourrit de leurs idées, des fois, on en apporte certaines. Donc oui, c'est un process qui est assez collégial dans l'ensemble, mais le cœur de l'activité est quand même internalisé. Il y a un concept qui pour toi n'a pas trouvé son public, alors que vous le pensiez, Ah oui, tout à fait. Je voulais un petit peu rajeunir l'audience. Ça a été un de mes gros échecs, de la fin d'année dernière. Il y avait des incointances évidentes entre le public, urbain, rap. Je prenais, en l'occurrence le cas de Bouscapé, qui est aussi un pure player, qui a su faire une très belle, transition, et qui est aujourd'hui hégémonique dans son domaine. Et on voit énormément de rappeurs aujourd'hui qui, dans leur musique, créditent des combattants de MMA. Il y a également énormément de jeunes qui consomment le MMA, qui sont aussi des consommateurs de rap, et donc j'ai trouvé ça assez logique sur le papier de trouver une émission qui mixe un petit peu les 2 univers et donc je me suis inspiré de Red Bull, qui ont, une émission alors, le nom m'échappe, mais c'est un plateau télé où ils font des quiz avec, des rappeurs et surtout des personnes qui sont dans l'ombre. Donc, des, producteurs de labels, mmh. des beatmakers, et cetera et ils les font s'affronter sur des questions de culture G, et ça cartonne. Vraiment, ça cartonne sur internet et donc j'ai voulu faire la même chose dans le MMA, parce que ça répondait à une de mes prérogatives, c'était de faire la part belle à la fois aux arts martiaux, mais à ceux qui font les arts martiaux et donc les coachs, les managers,
les agents, les responsables de salle, ils ne trouvent pas, de concepts éditoriaux adaptés à ce qu'ils peuvent proposer au sein de Karaté Bushido, puisqu'on a, justement ce besoin et cette obligation de résultat. C'est Mmh. trop niché. Donc ça me permettait à la fois d'avoir des combattants, mais aussi des personnes qui font les arts martiaux, sur le plateau. Donc on a refait cette émission, on l'a appelée Bushido Clash, un line-up, super et Échec, gros échec. On s'est pris un énorme mur. et c'était les gens dans les commentaires qui vous disaient, «C'est bof» ou même pas, c'était les vues, Bah, c'est surtout les vues en fait, Ouais, comment, la mécanique fonctionne. ouais. La vidéo est proposée, donc elle génère des impressions. Ensuite, les gens, cliquent sur cette vidéo et ça va générer, une vue. Mmh. Et la vidéo n'a pas fait d'impression. Donc l'algo ne l'a même pas, Ah proposée. ouais, elle est mort-née, en Elle est fait. mornée Ah exactement, donc waouh! je pense qu'elle aurait pu, fonctionner. Maintenant, les commentaires, eux, étaient aussi mitigés. Donc je pense Mmh. que là, c'était une rupture trop brutale avec ce que l'on Mmh. pouvait, faire, auparavant et donc voilà, là c'était, Et donc ça c'est un bel échec. tu fais une et tu te dis: «C'est mort» ou tu essayes d'en faire une deuxième? Ah non, non, on arrête les frais. OK, douche froide, quoi. Ouais, douche froide, exactement, OK. exactement. On a, une dernière question sur la production de contenu et notamment YouTube. Oui, Est-ce que vous essayez d'aller sur des formats qui sont plus longs? Il y a une réflexion autour de ça? oui, Ou, parce que les formats longs sur YouTube mmh, pendant longtemps, c'était, assez peu mis en avant. oui, Et là, on a vu des Kaizen sur YouTube qui durent 2h30 mmh, ou des reportages documentaires qui peuvent durer 1 heure et demie, voire 2 heures. Des mmh. podcasts qui peuvent être très longs aussi, Oui, comme des générations, do it yourself. exactement. Donc vous, le temps long, c'est aussi quelque chose auquel vous réfléchissez? Alors le produit arts martiaux nécessite un temps long. Il nécessite un temps long dans sa pratique, il nécessite un temps long dans son apprentissage et il nécessite aussi un temps long dans sa consommation, de produits, qui sont attachés, notamment des vidéos. On ne pourrait pas, faire notre, travail convenablement avec des vidéos trop courtes parce qu'elles seraient sans substance. Donc on a besoin d'avoir ce temps long, parce qu'il est directement intégré, dans la niche dans laquelle on opère. Maintenant, d'un point de vue plus, business, c'est aussi intéressant d'avoir, des vidéos, qui sont longues puisque plus de ad break, et donc plus de monétisation qui en découle. Mais ce n'est pas la volonté première de Mmh. l'entreprise d'aller sur, ce temps long. C'est pouvoir prendre le temps de discuter avec, les différents intervenants, nos invités et développer des concepts qui nécessitent d'avoir justement ce temps long. Les arts martiaux, c'est un produit qui se Ouais, consomme, de lentement. patience. Exactement. Hem, vous voulez aussi vous développer, sur d'autres thématiques. Je pense notamment à un projet de studio de podcast que Oui, vous avez en ce moment. tout à fait. C'est quoi? C'est pour faire, Bushido Clash, version 2? Non? Alors ce sera pas Bushido Clash, ça c'est vraiment, c'est dans une case de mon cerveau que Ouais. j'espère oublier un jour. Non, en soi, c'est une très belle leçon, donc c'est Ouais. intéressant, ouais, ça fait partie du parcours, donc on s'en nourrit. Mais oui, aujourd'hui, on a, du coup ces 2 modèles, ces 2 activités principales au sein de Karaté Bushido, entre l'activité de média et l'activité d'influence. Donc on opère sur cette chaîne YouTube qui a plus d'1 million d'abonnés, Ouais. qui s'appelle Karaté Bushido officiel, qui globalement, fait, du développement des arts martiaux son nationalité positive principale. Donc on fait du divertissement, des contenus grand public et l'actualité en tant que telle, on la traite sur les réseaux sociaux. Donc on fait des posts sur Instagram, sur X, où on relaie, l'information, mais il n'y a pas de production vidéo attachée. On a, des personnes dans notre sillage concurrentiel, qui sont soit des ayants droit, soit des pure players qui eux, développent cette activité et globalement, il est, intelligent pour nous, de s'y mettre aujourd'hui et je pense que le fait d'avoir fait cette acquisition au sein de Karaté Bushido est un accélérateur pour pouvoir, développer cette, notamment cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle du coup Karaté Bushido Actu, Mmh. qui va nous permettre de développer, des solutions de podcast, des interviews et de faire notre travail de média, sur ce canal. Tu penses à des concurrents comme La Sueur, le Oui, RMC Fighter Club, oui. Mandal, Oui, tout à fait et donc c'est intéressant parce que là, les 3 qu'on vient de citer, 3 typologies totalement différentes. La et ce Ouais, podcast aussi. exact. Donc la sueur, ils font un travail exceptionnel. C'est des jeunes qui se sont, développés. Alors, je connais un peu leur histoire, mais sans trop les connaître à titre personnel. Sortis d'école de commerce, ils veulent monter un média. Au début, ils veulent faire du basket, ils font un Mmh. pivot dans le MMA parce que c'est leur passion, et aujourd'hui, c'est vraiment le média en puissance, de MMA. Même s'il y a un petit peu de diversification, Mmh. sur de la boxe ou autre, mais je parle vraiment de MMA, et donc ça, c'est un pure player 100%. RMC,
eux, ce sont des ayants droit. Mmh. Donc on joue pas du tout dans la même cour. Le groupe Altice, derrière, RMC Sport, leur permet d'avoir des plateaux télé énormes, de récupérer, justement, les images, le pack Legacy, Ouais, c'est autre chose. Et après on a cité Mandal, donc là, c'est encore autre chose. C'est une émission c'est qui appartient à Winamax ouais. et donc eux, leur objectif n'est pas d'évoluer dans les mêmes contraintes que RMC. RMC, ils veulent faire, de l'abonnement, ils veulent Mmh. sécuriser leurs droits télé. La Sueur, ils veulent faire le même travail que, enfin, pas le même travail, mais ils ont les mêmes besoins que Karaté Bushido. Là où Mandal, pour eux, c'est un funnel d'acquisition pour leur plateforme de paris sportifs. Mmh, très clair. Donc on a des concurrents, mais c'est pas exactement le même Ouais, mais positionnement. chacun est un peu dans sa division, avec Mmh. des objectifs différents, des monétisations différentes. Oui, Pour Winamax, son émission Mandal, c'est pas du tout, la même chose que, l'émission, Le Fighter Club pour RMC. oui, absolument. Et les actus, Karaté Bushido, ça sera pas non plus la même chose, Ce sera totalement ouais, ça différent. sera totalement différent. Et on arrive bientôt à la fin de ce podcast. On a beaucoup parlé de la chaîne YouTube, mais également le magazine papier. Oui, Lui, quel est son avenir? Est-ce qu'il en a un déjà? d'accord. Ça peut être une vraie question, hein. Oui, bien sûr. Quand on est chef d'entreprise, si on a un produit qui est pas du tout rentable, on peut vraiment se poser la question de est-ce qu'on le garde, ou pas? Oui. Est-ce que vous, comment vous voyez ça? Est-ce qui Mmh. Alors, le magazine papier est à l'équilibre OK, aujourd'hui. Ce c'est n'est une pas bonne un nouvelle produit déjà, hein. déjà. Enfin, c'est pas tous les magazines de presse qui Ah, sont à l'équilibre, hein. et il était pas forcément pendant une période. Ouais. Donc on a pu, mettre en place certaines actions qui nous permettent aujourd'hui d'être à l'équilibre. C'est pas un produit qui a vocation à être rentable. S'il le devient, j'ai envie de dire tant mieux, Mmh. mais du moins on a un pivot dans le positionnement, du, magazine. Autrefois, c'était un produit de grande consommation. Aujourd'hui, la presse spécialisée, ne n'existe plus, dans le cœur du grand public. Elle n'est d'ailleurs plus consommée par la plupart des gens. Donc c'est incollectible. C'est un pivot que nous Un avons fait. collectible? Oui, tout à fait. Posséder le magazine Karaté Bushido, finalement, c'est posséder l'objet. C'est, Ouais. consommer une partie, de cet héritage, culturel Mmh. et avoir ce produit dans les mains. Faire la couverture de Karaté Show pour un combattant, par exemple, peut-être que l'impact, awareness va être moins, intéressant que de passer dans le podcast, Mandal, si je devais Mmh. prendre un exemple. Ah ouais. Sauf que 20 ans plus tard, il existe. Alors que cette vidéo YouTube qui a été produite, sera peut-être totalement désuée. Donc il y a un vrai pivot, c'est un collectible. Les gens apprécient, posséder le magazine, Ouais. apprécient le faire circuler et moi ce qui me touche, c'est quand je vais dans un club d'arts martiaux et que je vois, des mecs sur le comptoir Papier ou là. ouais, voilà, ça c'est ce qui nous touche. Oui, c'est un actif d'autorité en fait, de prestige, Oui, de reconnaissance de ton savoir-faire martial, oui, de ta pertinence martiale. et ça OK. nous permet aussi de traiter de sujets evergreen, qui, de par sa saisonnalité, aujourd'hui la périodicité pardon, du magazine est un trimestriel. Mmh. Donc on ne peut pas traiter, l'actu. Le process même de fabrication du magazine ne nous Mmh. permet pas de traiter D'accord. l'actualité. Parce qu'entre le temps, de le réaliser, de le mettre sous maquette, de générer un BAT, de l'envoyer en fabrication, de le distribuer dans les points de vente, de servir nos abonnés, l'actu est déjà passée. Il y en a peut-être une autre qui est mise Qui est sur la sur le table. grill, ouais. OK. Donc on peut plus traiter les sujets d'actualité dans le magazine. Donc ça nous permet finalement, d'avoir de nouveau ce temps long nécessaire à la pratique des arts martiaux et d'aller sur des sujets de fond, le Budo notamment. Un dernier thème pour conclure, cet épisode, c'est celui du festival des arts Oui, martiaux. oui, Tu disais vouloir peut-être changer son format. oui, tout à Il fait. y a eu un changement de lieu, Oui, tout à fait. il me semble. Mmh. Quel est son avenir à ce festival? Toujours très traditionnel? Plutôt se tourner davantage vers le MMA? Alors ce serait une erreur à mon sens, je me Ah, trompe peut-être, mais d'aller, justement sur des pratiques, modernes. C'est d'ailleurs le seul événement aujourd'hui qui célèbre encore la diversité, martiale, qui s'opère à l'international et on est, la seule plateforme aujourd'hui qui leur permet d'avoir, un rayonnement à minima, national. Donc non, on ne fera pas de pivot, vers le mmh, MMA au sein du festival des arts martiaux. Il porte bien son nom, et l'idée, aujourd'hui du changement de lieu puisqu'on s donc le prochain sera le 6 juin au Palais des Congrès, c'est d'avoir une scène unidirectionnelle et d'assumer son côté spectacle. Là, on était dans un entre-deux avant, avec des compétitions sportives, des combats, des arts martiaux traditionnels, des propositions scéniques, au sein du groupe PEC. Aujourd'hui, voilà, le Palais des Congrès, une salle de spectacle est totalement adaptée à la nouvelle formule. OK. Très clair donc on conserve le festival, On conserve.
on OK. conserve, on développe et Ouais, on espère pour le mieux. Peut-être que la volumétrie, va augmenter. Au lieu d'en faire un, on en fera peut-être 2. Peut-être qu'on va ouais, aller chercher d'autres villes que Paris, puisqu'évidemment, Paris c'est beau, mais il y a pas tout se passe pas à Paris. voilà, exactement. Tout ne se passe pas à Paris et donc oui, on a de beaux projets, pour, le produit du festival, et je pense qu'il y a ce côté, aussi nostalgie, qui revient, dans le cœur de nos concitoyens. Très bien, le développement du MMA est une locomotive. Maintenant les arts martiaux traditionnels, résistent. Mmh, OK. Pour les, courageux qui sont encore là, à ce stade du podcast, tu nous disais que tu avais des exclusivités, Ouais. notamment sur des belles signatures qu'il y a eu chez Karaté Bushido, Tout à fait, récemment. tout à fait. Donc on vient d'intégrer 2 nouveaux incarnants au sein du média, en la personne de Jérôme Le Banner. Donc je refais pas son CV, mais c'est, Le Roi sans voilà, le couronne. roi sans couronne, c'est une légende vivante, du kickboxing, une superstar à l'international, qui arrive, sur le média. Donc on a des concepts, qui lui sont propres et on tourne notre première vidéo avec, Thierry Marx, sur un Oh, concept, énorme. j'interview. Thierry Marx, qui est un grand, grand pratiquant d'arts martiaux, 3 dan, de kendo, pratiquant de judo. Il fait même du MMA, contre toute attente. Donc on a, Jérôme Le Banner qui intègre le média et ensuite, Major Gérald, donc de son vrai nom Gérald Michiara. Pour le pitcher rapidement, c'est le militaire le plus connu de France, instructeur sport, Officier des sports à la Légion. exactement, à la Légion, étrangère et aussi une personne qui a fait, les beaux jours de karaté Bushido, il y a quelques années puisque nos plus grosses vidéos, c'était, avec lui, plus de 5 millions de vues, sur YouTube et donc forcément des dizaines de millions en cumulé. Énorme. Et sur ces incarnants, dernière question, est-ce que parfois tu as envie de les mixer? C'est-à-dire de les mettre ensemble, pour faire, des vidéos et voir, Oui. ce qu'il en retourne, ou c'est plutôt chacun fait un peu une vidéo dans son coin? Nous, on l'a fait, on a mixé Cyril Diabaté avec, Jean-Charles Skarbowski. C'était très drôle, on l'a fait sur des concepts donc oui, l'idée c'est d'avoir cette famille Karaté Bushido qui est identifiée. Maintenant, c'est compliqué parce que ça bouscule le modèle économique, d'avoir plusieurs Mmh. personnes sur, la même, vidéo, mais ce n'est pas du tout, impossible, et surtout qu'on essaie d'avoir aujourd'hui des concepts identifiés par incarnant et de pas avoir un concept karaté Bushido avec tes chaises musicales, en interne. Mmh. L'idée, c'est d'accompagner Jérôme Le Banner, d'aller un terrain sur lequel, il est bon, et surtout un terrain sur lequel on a envie de le voir. Ouais, où il va pouvoir s'épanouir, Tout à fait OK. et là où Major Gérald, ce sera sur d'autres assets. Très clair. Merci beaucoup Yohan pour, Merci à toi. toute, pour la transparence, nous avoir expliqué, comment Karaté Bushido gagne sa vie, Karaté Bushido son passé, son présent et son avenir, et ben, on souhaite un bon développement, à la marque, pour l'avenir. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine. Au revoir.